Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de moi. Ça vous va? C'est parti! En fait, on va parler de moi. On va parler plutôt d'une époque où j'étais terriblement anxieuse. J'ai connu la phobie sociale et j'ai vécu, comment dire, de manière isolée socialement, enfermée chez moi, tellement j'avais peur d'aller à l'extérieur. En fait, j'avais aussi des angoisses chez moi, mais c'est encore pire à l'extérieur. Et il y avait une époque où donc je ne pouvais même pas aller chez le dentiste parce que j'annulais les rendez-vous à chaque fois que je voulais y aller. Oh, c'était horrible. Bref, et alors j'ai vaincu dans ma vie pas mal d'épreuves. Déjà, il y a eu l'épreuve, bien sûr, des abus sexuels de la part de mon grand-père. Alors, j'ai revisité tout ce que j'ai vécu parce que finalement, là, je vois une psychologue qui m'aide à régler mes traumatismes avec la MDR, un coup à droite, un coup à gauche. Enfin, on peut faire soit avec les yeux, soit de l'appautement. Et donc ça s'est beaucoup bousculé là-dedans. Et j'ai réalisé que finalement, on peut dire que j'ai été violée par mon grand-père parce que quand quelqu'un, enfin, parce que le viol, c'est une pénétration à connotation sexuelle non désirée, hein, sans autorisation, par surprise ou par violence, bref. Et mettre sa langue dans la bouche d'un enfant de 12 ans, je suis désolée, mais c'est une pénétration. Voilà. Donc j'estime que j'ai été violée. Voilà, c'est tout. Parce que j'en ai marre de vouloir banaliser. Ouais, c'est des abus, des attouchements, c'est rien par rapport à quelqu'un qui s'est fait violer. Attends, ne dis pas ça, ça a des conséquences dramatiques après sur ta vie d'adulte. Il faut attendre 30 ans avant d'accéder à un plaisir. Il y a des personnes qui n'osent même pas, comment dire, qui en arrivent à se suicider. C'est horrible. Bref, donc j'ai surmonté cette épreuve-là. Puis après un viol que j'ai connu, j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Et après, il y a eu l'accident de mon père. Quand j'avais 21 ans, il a failli mourir, hein, mon père. Il est resté 3 semaines dans le coma. Il a fallu, après, je suis devenue aidante familiale avec ma mère. Après, il y a eu eh bien, la phobie sociale. En fait, c'était des troubles cognitifs qui n'ont pas été reconnus comme une poussée de sclérose en plaques. Et on m'a soignée à coups d'antidépresseurs, ce qui m'a une répercussion sur la salivation et donc du coup sur l'émail des dents, ça m'a cassé les dents. Je m'en suis sortie, au moment où je m'en suis sortie, parce qu'en fait j'ai repris les études. En fait, ça me fait penser à cette chanson de Soprano, le héros du quotidien. Il y a une personne que j'ai rencontrée et qui m'a donné envie de reprendre les études. J'ai repris les études du jour au lendemain quasiment. En fait, il y a une époque où je dormais la journée et où j'étais bien la nuit. En fait, je passais mon temps sur internet. Là, pour le coup, le virtuel, je connaissais bien, je faisais que ça. Et sauf quand je sortais pour aller voir le psychiatre. Et puis à un moment donné, j'ai repris mes études. Et du jour au lendemain, je suis réveillée à 8h du matin. Et puis après, je suis allée à Grenoble. D'abord, c'était par correspondance, hein, parce que j'étais très phobique. Et puis après, donc j'ai commencé à prendre le train, je suis allée à l'hôtel. Et puis là, on a pensé que j'étais sortie. Donc je faisais d'aller-retour pour faire des travaux dirigés. Après, j'ai fait des examens, je les ai eus. Et puis là, j'ai passé un an. Je suis allée m'inscrire à la fac de Montpellier. J'ai fait un diplôme universitaire de sciences criminelles que j'ai eu avec mention bien. C'était vraiment passionnant comme cours. On avait des cours de psychiatrie criminelle, de les gens qui font des autopsies, là, comment ça s'appelle? Je sais plus. On a étudié plein de cours vraiment très intéressants, la police scientifique aussi, voilà. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai eu ce diplôme. Après, je suis devenue juriste bénévole à la CLCV pendant 1 an. Et puis c'est là où j'ai découvert le droit de la santé. Et donc je me suis inscrite au DU de droit de la santé. Puis après un master 2 droit de la santé. Je suis allée un peu vite, j'ai oublié. Je suis allée à Aix-en-Provence pendant 1 an, faire un master 2 droit des activités et des professions artistiques. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était le domaine artistique, les droits d'auteur, etc. Et puis après, donc, je suis retournée à Montpellier. Donc j'ai fait ce DU de sciences criminelles. Je ne sais plus trop dans les dates, mais bon, droit de la santé, après, je me suis intéressée. Et puis, quand j'étais en Master 2, droit de la santé, on avait un cours sur les maladies rares. Enfin, non, on a étudié cette question, en fait.
Et parce qu'on devait parler des médicaments orphelins aussi pour les enfants et pour les maladies qui sont rares. Et du coup, les laboratoires, ils n'investissent pas trop en fait, à la recherche à cause du fait qu'il y a très peu, le public visé est réduit, quoi. Bref. Et je m'étais dit, mais c'est ça que je dois avoir une maladie rare. Et en fait, non, j'avais pas une maladie rare, j'avais une sclérose en plaques. C'est pas une maladie rare, mais c'est une maladie finalement mal connue, même par les médecins généralistes finalement. Mais en fait, il y a tellement de troubles non spécifiques à cette maladie que la fatigue chronique, les douleurs, les douleurs, les troubles de la sensibilité, les troubles visuels, bref. Voilà, et puis c'est en 2007, quand j'étais en première année de doctorat, qu'on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques. En fait, c'est parce que du jour au lendemain, j'étais en poussée et j'avais à l'époque un élevage de 100% et je ne pouvais plus, j'avais plus la force dans les jambes pour passer l'aspirateur, pour terminer mon ménage. Et un moment donné, je me suis effondrée par terre, je me suis mis à chialer et je me suis dit, demain, je vais voir le médecin généraliste que je n'ai pas vu depuis perpète. Parce que je faisais médecin sur médecin, j'avais dans l'errance médicale, de toute façon de trouver ce que j'avais. Et si elle ne trouve pas ce que j'ai, j'irai aux urgences. Et ce jour-là, elle m'a dit, vous marchez bizarrement, je suspecte que vous avez des troubles neurologiques, allez voir un neurologue, le premier neurologue qui pourra vous recevoir. Le neurologue, en un mois, il a su que j'avais la sclérose en plaques. Voilà. Donc c'est les médecins généralistes qui ont filtré beaucoup. Et en fait, on me disait, c'était dans la tête, on me disait, parce que vous êtes maigre, vous tombez parce que vous êtes maigre. Vous tombez parce que vous êtes maigre, mais la connerie, quoi. Bref, ce même médecin que j'ai failli envoyer au Conseil de l'Ordre, finalement j'étais sympa, j'ai dit faites-moi une maladie d'excuse, ça me suffira, quoi. Il m'avait dit si vous avez peur des hommes, essayez les femmes. J'ai dit mais quel rapport avec la médecine, votre histoire? C'est normal, parce que vous avez vécu, vos parents ils ont été des salauds, ils ont été... J'ai dit mais il est malade ce mec. Non pas par le conseil qu'il me donnait, mais parce que, what the fuck, quoi, qu'est-ce qui me sort? Je suis bien chez un médecin, là. Bref, j'en ai entendu, voilà, des vertes et des pas mûres, quoi. Et voilà. Et après, il y avait aussi l'ophtalmo qui disait que vous avez des lunettes mal axées. Mal axées. Bref, j'ai trouvé ça bizarre. Mais non, ça ne m'avait pas des lunettes, c'était que j'avais une névrite optique. Elle n'avait pas vu. Elle aussi, j'ai envoyé le conseil de l'ordre. Et ils m'ont tous dit, ah, mais non, mais. Elle disait, qu'est-ce que je fais là? Je sais pas ce que je fais là. Je sais pas ce que tu faisais là, mais en tout cas, je t'ai envoyé. Et ça m'a fait plaisir. Même si je savais que ça allait s'arrêter là. Quelque part, ça a été une vengeance, entre guillemets, de tous ces médecins qui m'ont fait attendre des années avant que je puisse enfin obtenir un traitement de fond, quoi. C'est ça aussi. Et il y avait de la colère en moi. Et j'ai dit, parce qu'en fait, elle m'avait fait payer des lunettes pour rien. Du coup, je lui ai dit, en fait, c'est pas une lunette, c'était que j'avais la sclérose en plaques. Au lieu de me répondre un truc sympa, elle m'avait dit, ouais, bah, vous avez dépassé le délai de garantie à vos lunettes, je peux pas les prendre en charge. Je lui ai dit, j'ai la sclérose en plaques, et voilà comment elle me répond. Je lui ai dit, bah tiens, je t'envoie au prud'homme. Et du coup, au prud'homme, au conseil de l'ordre. Et du coup, elle est allée au conseil de l'ordre, et là, on m'a dit, bon, on va pas lui reprocher grand chose. Ouais, enfin bon, de toute façon, entre eux, ils se soutiennent, il faut vraiment qu'il y ait un truc horrible pour que ça aille plus loin, quoi. Bref, voilà, moi et les médecins, ça a été dur. Voilà, et après ça, voilà, quoi. Je me disais, ça y est, j'en suis sortie, la phobie sociale, les abus, et puis hop, maintenant t'as une sclérose en plaques. Voilà. Et puis là-dessus, on m'annonce après que j'ai une sclérose en plaques secondaire progressive. Au début, je me suis dit, ah, souhaite, plus de poussée. Ouais, tu parles, plus de poussée, t'as surtout le handicap qui augmente avec le temps. Et puis, en 2016, juillet 2016, c'est ça? Non, juillet 2015, ma mère, qui parle bizarrement, elle a pu à un moment donné, elle n'arrive plus à parler. Et là, on diagnostique la SLA, une sclérose latérale amyotrophique. Waouh! Moi, j'avais cru qu'elle avait la Parkinson au départ parce qu'elle avait des tremblements. Bref. Et non, elle n'avait pas de tremblement. Pourquoi? Je pensais à Parkinson, je sais plus. Bref, en tout cas, c'était pas ça. C'était la SLA. Elle est partie en 6 mois, quoi. Ça a été foudroyant. Il faut dire aussi que ma mère,
Elle ne supporte pas d'être malade, donc là, c'était horrible pour elle. Horrible. Ne pas pouvoir parler, pour ma mère, c'était horrible. Et d'abord, comme ça, c'était difficile. J'ai fait ce que j'ai pu. Il y avait mon père aussi. Alors, à l'époque, ils n'avaient pas de monte-escalier. Non, ça, c'était une année horrible, horrible, horrible. Et puis après, à la mort de mon père, de ma mère, je me suis occupée de mon père. Je suis devenue sa curatrice pendant 3 ans. Puis là, j'ai décidé. Tout le monde m'a dit, pas tout le monde, non, parce que la famille, j'étais bien contente que je m'occupe de mon père, tant qu'on vivait ensemble. Puis à un moment donné, l'état de mon père s'est aggravé, le mien aussi, et les médecins autour de moi m'ont dit, ça va être difficile pour vous de vous occuper de votre père, quoi. Et du coup, mon père, il voulait rien entendre, hein, pour une maison de retraite, il voulait pas. Et puis à un moment donné, elle a accepté. Voilà, et entre-temps, il est passé dans un centre de rééducation. Et le médecin lui en avait parlé, et puis il a accepté qu'il ne pouvait plus revenir à la maison, quoi. C'était trop difficile. Il y a une fois, je me souviens, où il n'arrivait plus du tout à marcher, et l'infirmière avait mis une couche pour pas qu'il ait à se lever. Et malgré tout, il m'appelle, Christelle, je vais faire pipi. Je lui dis, papa, l'infirmière a mis une couche exprès pour pas t'aider à faire pipi. Et mon père, quand il était tu. Alors du coup, j'ai l'aider, puis en même temps, il s'était enlevé sa couche, et puis il se mettait dedans. Ouais. Horrible. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Je suis pas sa mère, hein. Bref. Voilà, ça a été des moments difficiles, et en même temps des fois marrants, parce que j'ai rigolé avec mon père. Et voilà, et puis aussi merci à Jaïla, parce qu'elle est dans ce cours. Quand elle venait, les jours où c'était elle qui venait, je la voyais comme le Messie, quoi. Parce qu'elle assurait quand même. Et puis l'infirmier, parce qu'à une époque où j'étais aidante de mon père avec ma mère, aucun médecin nous a conseillé de prendre un infirmier pour nous aider. On n'avait même pas de fauteuil roulant. Enfin, si je peux retrouver ces vidéos, je vous montrerai. Mon père, quand il a eu 3 cancers, mon père. Il a eu un cancer du thymus au niveau des poumons. Et après un carcinome derrière la cuisse. Et là, il y en a un sur le nez actuellement. Bref. Et la question de savoir est-ce qu'on l'opère ou pas. Bref. Et là, ce jour où on l'a ramené, on nous l'a rendu, j'ai envie de dire. Après son opération du thymus, il marchait plus du tout, il avait encore un peu la grippe. Et il n'y avait pas de fauteuil roulant. Et chez nous, comment on faisait, quoi? Il fallait qu'il aille aux toilettes, il n'avait pas le temps d'aller aux toilettes. Du coup, ma mère lui a amené une bouteille pour qu'il pisse dedans. Enfin, vous l'imaginez, dans le salon, c'était avec un peu, à l'époque, j'avais encore les chats. Et j'avais trouvé l'idée de le mettre sur une chaise pour pousser. Mais avec les moyens du bord, on a fait ce qu'on a pu. Mais il n'y avait aucun médecin pour nous dire, mais prenez une aide avec l'infirmière, prenez aussi à louer un fauteuil roulant, enfin voilà, quoi. Donc on est vraiment dans la merde. Enfin, quand on est aidant familial, si on n'est pas aidé, on est dans la merde. Voilà, il y a eu ça, et puis après, donc ma mère est décédée, je me suis occupée de mon père, et puis maintenant, je suis toute seule dans cette grande maison. Et là, il est question que je déménage, dès que je retrouverai un endroit accessible pour personnes à mobilité réduite. Mon état s'aggrave, il faut le dire franchement, en ce sens que je marche de moins en moins bien. Et je me dis, le jour où je ne pourrai plus être debout pour faire à manger, comment je vais faire? Donc il faut que je puisse le faire assise. Ou que j'ai des aides de vie qui viennent plus souvent. Et en même temps, j'aime être autonome, quoi. J'ai pas envie qu'on me serve à manger, quoi, tu vois. Pour l'instant, j'ai ma main droite. Alors quand je tape au clavier, j'ai que la main droite qui tape. J'ai fait du piano avant, donc ça m'aide. Mais je lui dis, si le jour où ma main droite elle est touchée, alors là, je pense pas trop à ça, hein, je dis vite. Faut pas me foutre le moral à zéro. Voilà. Voilà, je voulais faire une petite vidéo comme ça, parce que j'ai écouté ce matin, parce que j'essaie de ranger un peu mon bordel. Donc j'ai mis la musique, j'ai écouté, comment il s'appelle? De Palmas. Pascal, non, comment il s'appelle? Non, Brian De Palma, ça c'est le réalisateur d'un film. Non, et ben voilà. J'ai été le voir en concert il y a longtemps. Et puis Audra Fabian, c'était deux chanteurs que j'écoutais à l'époque où j'ai repris les études et où je me suis dit, ça y est, je suis sortie enfin, de cette horreur de phobie sociale, parce que l'agoraphobie, l'attaque de panique, quand on les connaît, quand on les vit, c'est assez horrible, quoi. C'est même peut-être, je peux dire ça, mais presque pire que la sclérose en plaques, dans le sens que quand tu es angoissé, c'est... des fois, je me tapais la main contre le mur, tellement j'étais mal, quoi. Je faisais des métophobies et j'en étais hyper angoissée.
Et donc je me faisais mal physiquement pour plus avoir mal à l'intérieur. Ça marchait pas, hein, je peux vous dire. Du coup, j'avais doublement mal. Bref, voilà sur mon passé. C'est ce que je voulais vous dire un petit peu. Et puis, vous dire que sur mon blog, christellebruni.com, je vais... alors j'hésite. Par quoi commencer, parce que je vais faire les deux. D'une part, écrire un livre peut-être sur, ben voilà, ma vie. Enfin, une biographie en fait. Parce que quelque part, des fois, je me dis, bon, après moi, il n'y aura personne, puisque je n'ai pas d'enfant. Et j'ai envie de laisser des traces de mon passage. C'est un peu, peut-être. Mais voilà, j'avais envie de écrire un livre. Alors, je vais écrire un livre qui sort sur Vivre avec la sclérose en plaques, qui sort au mois de juin, par l'éditeur Sylvain Laurent. Et je me suis dit, ben, écrire une biographie, pourquoi pas. Parce que finalement, c'est du coup une chose dure, et je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir vécu tout ça pour rien, et j'ai envie de laisser une trace de tout ça. Et puis à côté de ça, je vais lire, j'ai pas mal de bouquins sur guérir, s'auto-guérir en fait. Et notamment la méditation. Alors là, j'attends, je vais faire une IRM fin du mois de février, IRM médulaire, et au mois d'avril, j'ai une IRM cérébrale. Et une fois qu'on aura fait ces IRM, faire une méditation, un programme de méditation, de réflexologie, de massage, pour m'aider à, peut-être, et puis aussi la thérapie que je fais actuellement, le MDR, résoudre tous ces traumatismes passés, et en même temps, la méditation, ça peut aider. Et puis je verrai, de toute façon, au pire, la maladie aura évolué, et au mieux, ça m'aura peut-être calmé. Et puis, non, au mieux, si déjà je serais peut-être plus zen pour accepter la maladie qui va évoluer, si jamais on n'arrive pas à stopper cette putain de maladie. Voilà, bon, je précise que j'ai une sclérose en plaques secondairement progressive, hein, parce que les gens qui ont une forme par poussée, il y a des rémissions. Voilà. Donc on n'a pas ce handicap qui va à chaque fois se garder et augmenter au fil du temps. Voilà, et puis je vais vous dire aussi que c'est ce samedi-là, je vais à la Gazette Café, il va y avoir une nouvelle réunion. On va parler de l'augmentation sur conduire quand on est sclérose en plaques. Quelles sont les démarches qu'il faut faire pour être aux normes. Sinon, je vous tiendrai au courant de ce qui aura été dit. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne et sur mon blog christellebruni.com. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et likez la vidéo si vous l'avez aimé. Bye bye.